Merci Ossed. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour, chers professeurs, chers collègues. Donc, je voudrais tout d'abord remercier la comité d'organisation de m'avoir invité pour présenter cette thématique qui est très importante sur la transition des patients atteints de mycoviscidose de la prise en charge pédiatrique aux soins adultes. Donc, pourquoi on a consacré toute une partie de la journée pour la transition? Parce que, premièrement, on a une inversion démographique. Donc, dans les registres européens, donc, les patients atteints de mycoviscidose, donc adultes, ils représentent à peu près la moitié, voire les 2 tiers des patients atteints de mycoviscidose. Donc ça d'une part. D'autre part, donc, cette transition, lorsqu'il est insuffisante ou bien mal anticipée, il va aboutir, donc, comme plusieurs études ont démontré, qu'il y a une perte de suivi des patients avec un retentissement clinique qui est mesurable, dégradation de la fonction respiratoire, exacerbation plus fréquente, et aussi on a une mauvaise adhésion au traitement lorsque la transition est mal anticipée. Troisièmement, il y a le passage à l'âge adulte qui va exposer le patient à l'émergence de nouvelles complications, notamment le diabète lié à la mycoviscidose, l'atteinte hépatique, l'ostéoporose, l'infertilité. Et on ne peut pas parler de transition sans parler de la révolution des modulateurs qui ont permis de changer l'histoire naturelle de la maladie. Donc la mycoviscidose, qui est considérée depuis longtemps une maladie pédiatrique mortelle actuellement, c'est une pathologie chronique évolutive de l'adolescent et pourquoi pas de l'adulte tout court. Donc, ce qui a poussé les sociétés savantes à faire des recommandations sur la transition qu'on va voir par la suite. Donc, la transition, il n'est pas un simple transfert administratif, mais c'est un déterminant majeur des pronostics à long terme. Donc, si vous arrivez à voir les chiffres, c'est vraiment impressionnant. Donc, la survie médiane la survie médiane à l'année 2000, il a arrivé à 36 ans, ça c'est en ce qui concerne les registres des États-Unis, donc, et qui est arrivé à 53 ans en 2021. Et ils ont fait aussi une étude de microsimulation qui suggère que l'espérance de vie, il va arriver à 83 ans, c'est-à-dire qui est similaire à l'espérance de vie de la population générale. Donc, quels sont les moteurs de cette révolution? C'est surtout le dépistage précoce, néonatal, les centres spécialisés de la mycoviscidose, la nutrition optimisée depuis le diagnostic, une bonne kinésithérapie respiratoire, l'antibiothérapie surtout inhalée et surtout les modulateurs du CFTR. Donc, il faut tout d'abord définir la transition et la différencier d'un simple transfert administratif. Donc, la transition se définit par un processus planifié, progressif et multidisciplinaire. Donc, la transition, il permet de faire passer le patient d'un système de soins qui est centré sur la famille vers un système de soins qui est centré sur l'adulte autonome. Il englobe pas que les dimensions médicales, mais aussi les autres dimensions psychologiques, sociales, administratives et éducatives. Donc la transition, il doit débuter plusieurs années après le transfert effectif, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, voire 14 ans, et il vise à l'acquisition des compétences d'autogestion et de prise de décision partagées avec l'équipe soignante et le patient. C'est un concept qui a été formalisé depuis longtemps par la Société des médecines des adolescents pour les autres maladies chroniques évolutives, mais il a été par la suite repris par les sociétés savantes de la mycoviscidose. Donc on commence à l'âge de 12 ans par une sensibilisation, on passe à l'autonomisation active à partir de l'âge 14-16 ans. Le transfert généralement se fait vers l'âge de 16-18 ans, mais il ne se termine pas à ce niveau, il doit se continuer par la phase de consolidation qui peut aller jusqu'à l'âge de 20 ans.
Donc, pour faire la part en transition et transfert, la transition, c'est un processus qui continue, qui dure plusieurs années. Il débute à l'âge de 10-14 ans. Il se base non pas sur le dossier médical, mais aussi tout ce qui est éducatif, autonomie et psychologie. Et il vise à éviter le perte de suivi et la rupture de soins pour ces patients jeunes adolescents. Alors que le transfert, c'est une partie de la transition qui est un événement ponctuel. À un jour donné, le patient il va terminer sa consultation pédiatrique et va commencer sa consultation adulte. Il est généralement vers l'âge de 16-18 ans avec un changement de l'équipe administrative, mais sans objectif en elle-même. Donc un bon transfert ne garantit pas une bonne transition, l'inverse presque toujours vrai. Donc, on peut pas parler de la transition sans rappeler les bases physiopathologiques de la mucoviscidose qui vont expliquer un petit peu cette phase de transition. La maladie de la mucoviscidose, c'est une maladie autosomique récessive liée à la mutation du gène CFTR. Donc, il va aboutir à un dysfonctionnement de ce gène qui va être responsable d'un mucus qui est épais, déshydraté, que ce soit au niveau des voies respiratoires, que ce soit au niveau du pancréas, du foie, de l'intestin et aussi de l'appareil reproducteur. Sur le plan pulmonaire, le patient il va rentrer dans un cercle vicieux, obstruction, infection, inflammation, comme on a vu tout à l'heure, conduisant à des bronchectasies progressives, voire une insuffisance respiratoire chronique rapidement installée. Donc il y a plusieurs mutations qui ont été classées en 6 classes, déterminant l'éligibilité aux modulateurs du CFTR, donc c'est qui vont conditionner le suivi ou bien l'évolution du patient, le passage de la phase infantile à la phase adolescent et adulte jeune. Donc, on va parler tout d'abord de l'évolution clinique vers l'âge adulte et se caractérise par donc déjà on est une phase qui est un petit peu sensible, c'est l'adolescence. Là, c'est une phase qui est caractérisée généralement par une période de plateau, voire fragilisation de la fonction respiratoire, et ça à cause d'une colonisation croissante par les pathogènes qui sont plus difficiles à traiter, comme vous avez cité tout à l'heure, Pseudomonas aeruginosa. Il y a aussi les mycobactéries atypiques. L'émergence progressive des comorbidités à cet âge et vont aussi prédire l'évolution clinique à l'âge adulte, surtout endocrinienne et digestive. La diminution physiopathologique de l'addition thérapeutique qui est liée à cet âge et qui n'est pas liée à la mucoviscidose, déjà, cet âge d'adolescence, même avec les autres maladies chroniques évolutives, on a une diminution de l'observance thérapeutique. Et ce qu'on doit savoir que sous ces modulateurs, le patient il va arriver à l'âge de l'adolescence parce que les études ont montré que ces modulateurs ils vont stabiliser la fonction respiratoire, ils vont réduire les exacerbations et par conséquent, on aura un patient qui est peu symptomatique, qui peut évoluer, c'est-à-dire qui peut vivre sa vie correctement comme les autres maladies chroniques évolutives. Donc, il y a plusieurs enjeux. On va parler tout d'abord de l'enjeu médicaux, donc de la transition avant de parler des autres domaines. Donc, les enjeux médicaux, donc, c'est surtout le risque de rupture de continuité du soin qui nécessite une réévaluation complète à l'entrée, c'est-à-dire avant de faire le transfert, il faut évaluer le patient sur le plan clinique, donc il faut avoir un dossier complet avant de faire le transfert aux consultations adultes. Donc aussi, c'est une phase pour faire l'adaptation du traitement de fond, kinésithérapie, donc c'est la kinésithérapie respiratoire, donc ce sont des adolescents qui peuvent faire des kinés à domicile, donc qui peuvent refaire les gestes qui ont été appris par les kinésithérapeutes. Donc l'utilisation des aérosols tout seul et surtout l'avènement de ces modulateurs qui vont bouleverser l'histoire naturelle de la maladie. Il faut aussi à cet âge anticiper les complications, surtout l'hémoptysie, pneumothorax, l'insuffisance respiratoire chronique et pourquoi pas la candidature à la transplantation pulmonaire, ce qui nécessite une coordination entre les équipes pédiatriques et adultes. Quels sont les examens complémentaires qu'on doit demander avant le transfert de la phase pédiatrique à la phase adulte? Donc, tout patient qui va passer à la consultation adulte doit avoir un dossier complet avec des investigations récentes.
et une fonction respiratoire fonctionnelle récente avec VMS surtout, une imagerie thoracique faite essentiellement par un scanner haute résolution, l'examen cytobactériologique des expectorations à la recherche de colonisation par les germes, notamment le pseudomonas, avec antibiogramme pour savoir une idée sur la sensibilité aux antibiotiques. Il faut évaluer aussi l'état nutritionnel du patient, c'est-à-dire il faut pas seulement par l'IMC, mais par l'impédentimétrie, par mesure de la masse maigre, la masse grasse, et évaluer aussi c'est-à-dire les micronutriments, les vitamines, le fer. Et si on a une carence, à ce moment-là, on donne une supplémentation vitaminique. Un bilan endocrinien hépatique, bien sûr, périodiquement, mais avant le passage à la consultation adulte, il faut faire une fonction thyroïdienne, TSH, T4, les hormones sexuelles, FSH, LH et testostérone, et la fonction hépatique, les transaminases, et aussi une échographie abdominale. Via les autres enjeux, donc sur le plan médical, on a un dossier complet. Mais est-ce que le patient il est prêt sur le plan psychologique? C'est un défi qui est aussi important que le défi médical. Donc il est un petit peu composant. On a les défis normaux de l'adolescence. C'est un enfant qui a un changement il est en train de construire son identité avec un changement d'image corporelle, de sexualité, de projet de vie, d'insertion professionnelle. Et aussi, on est devant l'enjeu psychologique d'une maladie lourde, chronique, évolutive. Donc, et s'ajoute aussi cette séparation qu'on propose aux patients de l'équipe pédiatrique dont le suivi était depuis des années, depuis voire la naissance, qui va ajouter un stress additionnel avec une sensation de manque de sécurité pour ces patients, avec risque d'isolement social. C'est un adolescent qui va être intégré soit dans une école supérieure, soit dans une insertion professionnelle. Donc, ce patient, il a une maladie chronique qui se caractérise par une toux chronique, des bronchorrhées. Donc, la vision de la société, donc, ils vont pas comprendre sa maladie, ils vont suspecter en premier une maladie contagieuse, notamment tuberculose, ils vont s'éloigner. Il y a le risque d'isolement social. Il y a aussi des malades qui vont arriver à ce stade, mais avec un stade d'insuffisance respiratoire, avec un extracteur d'oxygène mobile. Donc, il y a aussi cette vision de la société qui doivent être pris en charge avant d'insérer le patient dans la société. Il y a aussi l'anxiété du pronostic. Donc, le pronostic auparavant, c'était l'inquiétude des parents. Donc, à chaque fois, les parents, ils demandent, maintenant, c'est l'adolescent qui va demander, c'est-à-dire, est-ce que c'est une maladie qui peut guérir? Est-ce que c'est quoi l'évolution de cette maladie? Donc, ça ajoute cette anxiété du pronostic. Et on est quand même devant un autre défi lié aux parents. Est-ce que c'est une négociation qui est quand même difficile de convaincre les parents de passer d'un rôle gestionnaire, il faisait tout pour l'enfant, à un rôle de retrait, c'est-à-dire de soutien en retrait. Donc c'est quand même, on est devant deux défis, avec l'adolescent, mais aussi avec la famille du patient. Donc cette transition, il ne réussit pas sans accompagnement du vécu émotionnel et de l'adolescent, mais aussi des parents. Pour le troisième enjeu, c'est les enjeux éducatifs, donc qui doivent avoir les mêmes importances que les enjeux médicaux et aussi psychologiques, donc qui ont un objectif central, c'est transformer un patient suivi par ses parents, par l'équipe soignante, un patient qui est acteur de sa propre santé. Comment on peut arriver à cet objectif? C'est d'aider le patient à acquérir des compétences, notamment il doit comprendre la physiopathologie de sa maladie, il doit comprendre son traitement, prendre ses rendez-vous tout seul, de gérer ses exacerbations, de comprendre les examens complémentaires qu'on demande et savoir les interpréter. Et ça, il peut rentrer dans un cadre de programme d'éducation thérapeutique structuré, proposé bien sûr par l'équipe soignante pédiatrique et adapté en fonction de l'âge du patient. On peut utiliser des applications mobiles qui peuvent faciliter un petit peu cette éducation thérapeutique jusqu'à arriver à l'autonomie administrative, c'est-à-dire le patient il sait même gérer tout ce qui est assurance maladie. Donc cette autonomie, il ne s'impose pas, mais il se construit par un programme qui doit être éducatif, progressif et structuré.
Donc, qu'est-ce qui recommande les sociétés savantes, que ce soit le CFS, le RS et le CFF? Donc, ils recommandent d'avoir un programme de transition qui doit être structuré, documenté et individualisé. On va donner, c'est-à-dire les détails sous forme de schéma. Donc, ces sociétés savantes, ils recommandent de démarrer la sensibilisation à l'âge de 10-12 ans, c'est-à-dire d'initier la discussion avec les parents, puis par la suite avec l'adolescent ou le jeune enfant, évaluation du développement cognitif au fur et à mesure. On passe par la suite à la phase de préparation active. C'est là où on va apprendre aux patients c'est-à-dire d'être autonome, de comprendre un petit peu la maladie de la mycophycidose, le traitement, et enseignement aussi sur les gestes thérapeutiques, kinésithérapie, l'utilisation des aérosols tout seul. Et vient par la suite la phase de transition, de transfert effectif. C'est là où le dossier médical va être transféré de la consultation pédiatrique à la consultation adulte, mais bien sûr après avoir évalué la maturité du patient, évalué la stabilité de la maladie, analysé le contexte familial. Donc on doit vraiment être prudent avant de faire le transfert. Et bien sûr, la transition ne va pas s'arrêter à la phase de transfert. On doit continuer par une phase de consolidation en concertation avec les deux équipes, pédiatriques et adultes, qui peuvent aller jusqu'à l'âge de 20 ans. Comment faire ça? Donc, on va démarrer l'explication du principe de transition. Par la suite, on va préparer l'enfant, on va faire des tests, on va faire des questionnaires pour voir est-ce que le patient est prêt. À ce moment-là, on va demander de faire une réunion de concertation multidisciplinaire entre les deux équipes, avec les différents intervenants bien sûr, avant de faire le transfert, ça veut dire faire la dernière consultation pédiatrique et commencer la première consultation adulte, et bien sûr se continuer par une phase de consolidation. Maintenant, quels sont ces acteurs qui sont impliqués dans la transition? Au centre, on a le patient et la famille, bien sûr, les associations des familles. On a l'équipe pédiatrique qui a suivi le patient pendant des années, le pneumopédiatre, le kinésithérapeute, les diététiciens, le psychologue et l'infirmier de coordination. De l'autre côté, il y a l'équipe adulte, c'est-à-dire le pneumologue adulte, l'infirmier, le kinésithérapeute aussi, diététicien et psychologue. Et on a vu qu'il y a à cette phase l'émergence des complications adultes, c'est-à-dire on doit avoir recours aux gastro-entérologues, aux endocrinologues, gynécologues et aussi un service de transplantation pulmonaire, pourquoi pas. Donc, comment évaluer cette autonomie du patient? Il y a plusieurs questionnaires qui ont été proposés par les sociétés savantes, et le plus utilisé, c'est le TERAC. Donc, c'est un outil qui est générique, qui évalue les compétences d'autogestion et d'autoprésentation. C'est généralisé pour toutes les maladies chroniques de l'enfant. Il y a aussi le questionnaire STAR, qui est un questionnaire spécifique de maladies chroniques pédiatriques. Il y a un autre questionnaire qui est dédié aux mycophycidoses, qui permet d'évaluer les connaissances de la maladie et les gestion technique. Et l'évaluation, il doit viser toutes les dimensions, c'est-à-dire cognitive, comportementale, sociale et émotionnelle, bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier ce rôle des modulateurs du CFTR, espérant qu'on aura aussi le traitement chez nous, parce que ce sont des traitements qui sont éligibles pour 90% des patients porteurs d'au moins l'allèle F508 délétion que le professeur Amzoui a parlé tout à l'heure. Donc, on a une grande population de mycophycidose qui peuvent bénéficier de ce traitement. Et c'est un traitement qui a démontré son bénéfice sur l'amélioration de la fonction respiratoire, des exacerbations et aussi l'amélioration de la qualité de vie. Et aussi, il aura un impact sur la vie adulte. Donc, on est devant d'autres défis. C'est un traitement au long cours, un traitement à vie avec un coût qui est excessif. C'est un autre défi. Inch'Allah, après avoir le traitement, on va y parler. Il ne faut pas oublier la fertilité et grossesse, parce qu'on est devant un adulte jeune, donc qui va se poser ces questions. Donc, on doit informer les adolescents sur
cette entité qui est très importante. L'infertilité masculine, elle est quasi constante, alors que la fertilité féminine, elle est généralement conservée. Donc, ils peuvent être réduits, oui, mais la femme, il arrive à avoir des enfants. Donc, c'est une grossesse qui va être à risque, mais qui nécessite vraiment une évaluation pluridisciplinaire préconceptionnelle, mais c'est possible. Donc, on doit initier nous-mêmes à parler à ces jeunes adolescents sur la contraception, le conseil génétique et aussi le désir des enfants. Pour la santé mentale, on a dit tout à l'heure qu'il y aura vraiment un stress qui est ajouté par cette phase de transition chez des sujets qui sont déjà fragilisés par la maladie. Donc, on voyait sur le diagramme qu'il y a que les symptômes dépressifs et anxieux, ils sont très, très importants chez les patients atteints de mycoviscidose par rapport à la population générale, et s'ajoute cette phase de transition. Donc, la santé mentale chez ces patients, il doit être évaluée systématiquement. Il ne faut pas atteindre les plaintes du patient pour demander un avis psychologique. Il faut le faire systématiquement chez tout patient atteint de mycoviscidose. On va parler rapidement des complications qui émergent à cette période. C'est le diabète lié à la mycoviscidose, comme on a dit tout à l'heure, qui peut être dépisté par l'hyperglycémie provoquée par voie orale. L'atteinte hépatique aussi, il est fréquente et ils peuvent être dépistés par l'échographie et le bilan hépatique. L'ostéoporose, l'ostéopénie qui sont sous-diagnostiqués, et on doit penser à demander l'ostéodensitométrie chez ces patients. Et bien sûr, l'insuffisance respiratoire chronique, surtout dans les formes sévères. C'est pourquoi il faut à chaque fois refaire les explorations fonctionnelles respiratoires, la gazométrie, à la recherche d'une installation d'insuffisance respiratoire chronique pour démarrer une oxygénothérapie ou l'encours. Quels sont les défis de la transition au Maroc? Déjà, c'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, donc on n'a pas de diagnostic néonatal qui est généralisé. Deuxième défi, on est devant un accès limité au traitement, voire inaccessibilité aux modulateurs du CFTR. Le faible nombre des centres d'experts, on a le projet pilote de centre pédiatrique de référence à Casablanca. Si on arrive à résoudre ces problèmes, à ce moment-là, on passe au programme de transition organisée, donc qui va compléter les efforts fournis par les équipes pédiatriques. Quelles sont les perspectives futures? Donc, espérant l'extension progressive de l'accès du modulateur de CFTR à l'échelle mondiale, qui ont révolutionné l'évolution de cette pathologie, le développement de la télémédecine, des applications numériques de suivi pour les patients qui ont vraiment un accès limité aux soins, et la recherche en cours de biomarqueurs. Donc, ce sont des études qui sont en cours pour rechercher les biomarqueurs prédictifs de réussite de la transition. Et pourquoi pas, si on arrive au vieillissement de la population, une expertise gériatrique. Donc, on a aussi les recommandations, on attend toujours les recommandations des sociétés savantes qui vont être mises à jour, c'est-à-dire devant cette évolution qui est rapidement, vraiment on va avoir des recommandations sur la transition, parce que la population vraiment de la mycoviscidose, il tend vers, c'est-à-dire arriver à un âge adulte. Donc la transition de demain sera numérique et sera personnalisée, mondialisée, mais il devra rester centré sur l'humain. Donc les messages à retenir, donc il faut savoir que la transition, c'est un processus progressif à distinguer d'un simple transfert. Il doit être individualisé, débuté précocement et évalué régulièrement par l'autonomie. Il doit mobiliser les enjeux médicaux, mais aussi il ne faut pas omettre les autres psychosociaux, éducatifs et administratifs. Et les modulateurs de CFTR, ils transforment le pronostic. Donc en conclusion, la mycoviscidose, elle est devenue une maladie chronique de l'adulte jeune.
La transition pédiatrique adulte est un déterminant connu du pronostic à long terme de cette pathologie. Il existe un investissement interorganisationnel, humain et institutionnel au-delà de celle médicale ponctuelle. Chaque acteur du parcours de soins a un rôle actif et nécessaire à jouer. Et investir dans la transition aujourd'hui, c'est garantir demain à chaque patient une vie d'adulte la plus longue et la plus épanouie possible. Et je vous remercie pour votre attention.